Alors, cette webconférence dédiée donc au contrat d'élevage a pour but de mettre en avant un certain nombre de dispositions contractuelles qui sont évidemment toutes relatives aux activités d'élevage. Et vous allez voir que nous allons cibler les contrats qui sont a priori, en tout cas les contrats les plus usités, les plus utilisés, que ce soit par les professionnels de l'élevage ou par les propriétaires de juments poulinières souhaitant simplement effectivement donner naissance à un poulain. Alors, comme je vous le disais, évidemment, l'élevage, la naissance du poulain de façon générale donne lieu à tout un ensemble de contrats divers et variés et les acteurs sont ainsi amenés à formaliser l'ensemble de leurs arrangements dans le cadre de différents contrats. Alors, une fois de plus, et comme nous avons déjà pu le faire à l'occasion des webconférences autour des sujets d'ordre juridique, on ne saurait évidemment que recommander de formaliser ces contrats par écrit, puisqu'on comprend facilement que, en cas de contentieux, la preuve est beaucoup plus facile à rapporter lorsqu'il y a un contrat écrit au départ. Donc ces contrats peuvent concerner tout type d'équidés d'élevage, hein, j'ai envie de dire, les juments poulinières bien évidemment, les étalons, les poulains nés ou à naître. Nous ne pourrons donc pas évoquer tous les contrats d'élevage parce qu'en fait, ils sont multiples. Je pense qu'on pourrait sans difficulté en lister une dizaine. On pourrait lister effectivement une dizaine de contrats différents. Aussi, nous avons fait le choix de nous concentrer ici sur 4 contrats spécifiques qui font partie des contrats évidemment les plus utilisés et également qui, d'un point de vue juridique, recoupent, on va dire, des qualifications juridiques diverses. Donc nous allons voir dans un premier temps le contrat de saillie, ensuite le contrat de syndication d'étalons, dans un troisième temps ce que l'on appelle le contrat de fall sharing, et enfin pour finir le contrat de location de ventre, à savoir évidemment le contrat qui concerne le transfert d'embryons. L'idée est donc d'avoir une présentation synthétique somme toute précise, dans laquelle on va balayer à la fois le régime juridique, le contenu essentiel du contrat et ensuite des problématiques liées à des mises en cause de responsabilité. Donc, nous démarrons donc avec le contrat de saillie. Alors, comme vous vous en doutez évidemment, le contrat de saillie, c'est, pour sa définition en tout cas et de façon simple, un contrat par lequel le propriétaire d'un étalon s'engage à réserver une ou plusieurs saillies de son étalon à un prix qui est évidemment défini au départ à un ou plusieurs propriétaires de juments poulinières. Donc ce contrat, il peut être passé soit directement entre le propriétaire de l'étalon et le propriétaire de la jument poulinière qui souhaite obtenir un poulain dudit étalon, soit effectivement entre un étalonnier qui va lui se charger de la mise en place de la saillie pour le compte du propriétaire de l'étalon. Alors, ce qu'on peut retenir ici, c'est que l'étalonnier, c'est-à-dire celui qui a en charge la mise en place, la réalisation de la saillie, quel que soit son mode opératoire d'ailleurs, il est tenu à ce qu'on appelle une obligation de moyens. Pour ceux qui ont déjà suivi les précédentes webconférences, je peux vous renvoyer ici notamment au contrat d'entraînement qu'on avait évoqué ensemble, qui faisait également état d'une obligation de moyens. Cela veut dire que l'étalonnier doit mettre en place tous les moyens qu'il a à sa disposition pour faire en sorte que la saillie se déroule dans de bonnes conditions et que la jument, évidemment, soit gestante et puisse donner naissance à un poulain l'année suivante. À l'inverse, bien évidemment, vous comprendrez qu'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, hormis sur un point, et nous y reviendrons notamment dans le cadre de différents exemples, sur le respect de l'identité de l'étalon choisi. S'il y a une erreur sur l'identité de l'étalon qui va saillir la jument, là évidemment, on ne sera plus sur une obligation de moyens, mais sur une obligation de résultat. S'il y a un accident dans le cadre de la réalisation de la saillie, la responsabilité de l'étalonnier ne pourra être donc retenue que s'il a commis une faute, dans le cadre de la réalisation évidemment du contrat de saillie. Et nous verrons des exemples rapidement pour illustrer notre propos. Enfin, dernier point que je souhaitais vous préciser, c'est qu'en général, et un peu effectivement à l'instar notamment du contrat d'entraînement, le contrat de saillie comprend un volet
si on veut vulgariser, prestation de service, c'est-à-dire la réalisation de la saillie, mais également un contrat de pension pour la jument confiée, ou en tout cas très souvent. La jument est déposée dans le haras de l'étalonnier qui va la garder une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, voire plusieurs mois, le temps de la mise en place de la saillie, du suivi gynécologique et du constat de gestation. Donc, au-delà de la simple exécution de la saillie, il y a bien évidemment la prise en charge de la jument, son alimentation, sa surveillance. Là, je vous renvoie bien évidemment à la webconférence que nous avons déjà effectuée sur ce sujet et qui était donc dédiée au contrat de pension, à son contenu et aux responsabilités qui vont de pair. Alors, que mettons à l'intérieur d'un contrat de saillie? Il y a évidemment des éléments que l'on doit obligatoirement retrouver. Le nom de l'étalon avec l'ensemble de ses références, le nom de la jument, même chose avec ses références, son numéro CIR, le nom de son propriétaire. Et en ce qui concerne l'exécution de la saillie, on va bien évidemment préciser le tarif de la saillie, hors taxes et toutes taxes comprises, et les conditions de facturation. Selon les haras, selon les races de chevaux concernées par la saillie, eh bien, on va avoir plusieurs types de conditions de paiement et de facturation. La première, c'est une saillie qui va être payable en intégralité à la réservation et sans garantie derrière, ce qui veut dire qu'on paie la totalité de la saillie. Et malheureusement, si la jument est vide, ne remplit pas, eh bien, on n'a aucune garantie d'avoir un poulain à la clé. Deuxième possibilité, on paie une partie du montant à la réservation et une seconde partie à la naissance du poulain. En général, on est souvent sur une clause qui nous indique que le solde doit être payé lorsque le poulain est vivant et qu'il a atteint 48 heures d'âge. Et enfin, troisième et dernière possibilité, qui est finalement la plus avantageuse pour le propriétaire de la poulinière, c'est le règlement de la totalité du prix de la saillie lorsque le poulain naît vivant et qu'il a 48 heures. Donc, on comprend bien que dans le premier cas, évidemment, c'est une condition qui est très favorable aux propriétaires de l'étalon, mais qui peut malheureusement dissuader les propriétaires de juments poulinières. Et la dernière solution est, à l'inverse, beaucoup plus favorable aux propriétaires de la poulinière et va donc l'inciter peut-être à choisir plutôt un étalon proposant ce type de conditions de prix et de facturation. Dans le contrat de saillie, on précise également les conditions de monte. Donc, à savoir comment se déroule, comment concrètement la saillie est proposée. Est-ce que c'est une saillie qui est proposée en main, c'est-à-dire que l'étalonnier amène en main l'étalon vers la jument pour la faire saillir et la jument est également tenue de son côté par quelqu'un. Est-ce que c'est une saillie en liberté, auquel cas les animaux sont en troupeau, en pâture et l'étalon va saillir les juments en chaleur? Est-ce qu'il s'agit d'une insémination, d'un transfert d'embryon? L'ensemble de ces conditions doivent être évidemment portées au contrat. Il y a également tout le volet vétérinaire qui doit être précisé dans ce contrat de saillie, à savoir est-ce qu'un suivi gynécologique va être fait pour la jument? Si oui, par qui, dans quelles conditions? Et également, quelles mesures d'hygiène peuvent être exigées? Ensuite, on passe sur le volet pension de la jument, lorsqu'il y en a un. On a bien précisé tout à l'heure que dans la plupart des cas, il y avait effectivement un prix de pension à régler, qui en général est un prix de pension journalier. Là, on indique dans quelles conditions la jument est logée. Est-ce que c'est en box, en prairie, en paddock avec abri, et évidemment, quelle nourriture elle va recevoir, et quel est donc le prix à payer par jour pour la prise en charge de la jument. Enfin, quand on arrive à la fin du contrat, on indique sa durée. Donc là, en général, on est sur des contrats à durée déterminée. On signe rarement un contrat à durée indéterminée pour une saillie. La jument va venir au haras, à l'étalon pour une durée d'1 mois, 2 mois, 3 mois, où on peut mettre un terme aléatoire, c'est-à-dire dire jusqu'à ce qu'elle soit pleine. C'est aussi une possibilité. Et on précise également les modalités de rupture. Et notamment, ça peut être en cas de vente ou de blessure de l'étalon qui empêcherait la saillie. Donc, évidemment, si on amène sa jument à la saillie et que l'étalon est vendu entre-temps et qu'il n'est donc plus disponible, eh bien le contrat est rompu de fait sans qu'il y ait lieu d'ailleurs de respecter un préavis quelconque. Et enfin, on conclut bien évidemment toujours un contrat avec le lieu, la date, les signatures des parties et chacun récupérant un exemplaire original du contrat. Alors, il s'agit, en termes de régime de responsabilité, d'un régime de responsabilité contractuelle. On l'a bien compris, on est dans le cadre de l'exécution d'un contrat, donc on renvoie aux dispositions du Code civil qui s'appliquent.
On l'a dit un petit peu tout à l'heure en définition, l'étalonnier peut être responsable d'un accident lorsqu'il commet une faute, c'est-à-dire qu'il manque à son obligation de moyens de sécurité. Concernant le propriétaire de la jument, de son côté, il peut également être tenu pour responsable à l'égard de l'étalonnier ou du propriétaire de l'étalon s'il n'exécute pas correctement le contrat, s'il présente une jument dont les conditions sanitaires n'ont pas été respectées au regard de ce qui était inscrit sur le contrat. Vous savez qu'on peut exiger que les juments soient indemnes d'un certain nombre de maladies pour pouvoir être présentées à l'étalon. Et bien évidemment, l'obligation principale, c'est également le paiement du prix de la saillie. Et là, la responsabilité du propriétaire de la jument peut être recherchée s'il ne règle pas le tarif correspondant. Alors voilà un petit exemple d'une décision de la Cour d'appel de Caen de 2010 où nous sommes dans une situation où une jument vient pour être saillie, plus précisément pour être inséminée par les paillettes de l'étalon choisi par son propriétaire. La société d'insémination a bien évidemment une obligation de moyens quant à la réussite de la saillie. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas garantir évidemment que la jument va être pleine, quand bien même elle aura mis en place tous les moyens nécessaires. En revanche, la Cour d'appel de Caen nous le rappelle, la société d'insémination est tenue à une obligation de résultat quant à l'identité de l'étalon et des paillettes correspondants qui vont être inséminées dans la jument. Ici, il y a une erreur de paillettes, c'est-à-dire que la jument n'est pas inséminée reçoit les paillettes qui ne correspondent pas à l'étalon choisi par le propriétaire, et l'inséminateur est donc responsable de cette erreur. Une pouliche naît l'année suivante, et il se trouve que dans le cadre de la procédure, une expertise avait été demandée, et que l'expert nous indique que finalement, la pouliche qui est née est issue d'un étalon qui est de qualité équivalente à l'étalon qui avait été initialement choisi par le propriétaire de la jument. Et que donc, finalement, cette pouliche qui est très bien en bonne santé et qui est très belle, correspond, en tout cas commercialement parlant, à une valeur qui correspond à la valeur qu'aurait eu un poulain ou une pouliche issue de l'étalon initialement choisi au départ. Donc, quand bien même il y a une responsabilité reconnue de la société d'insémination, puisqu'il y a une erreur, eh bien, il n'y aura pas d'indemnisation pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de préjudice, puisque la pouliche qui est née a une valeur équivalente au poulain qui serait né de l'étalon, évidemment, choisi au départ. Dernier point sur le contrat de saillie, l'étalonnier dans ce cadre a un certain nombre d'obligations administratives, donc je vous laisserai reprendre ça en détail, et peut-être que vous avez déjà eu aussi des webconférences sur ce sujet. Il doit faire une déclaration de premier saut, ensuite il doit remplir une attestation de saillie qu'il remet à l'éleveur, hein, c'est-à-dire au propriétaire de la jument, un certificat de saillie, toujours pour le propriétaire de la jument, qui intervient au moment du paiement de la saillie, et la déclaration de saillie qui permet ensuite de déclarer la naissance auprès du CIR et qui finalement est indispensable pour l'enregistrement et l'identification du poulain auprès de l'IFCE. Alors, second contrat sur lequel nous allons passer assez rapidement, si vous voulez bien, parce que je pense que ce sujet de la syndication et notamment et plus largement de la copropriété fera l'objet d'une webconférence à venir. C'est un sujet très juridique et assez technique. Donc je vous l'évoque rapidement parce qu'en matière d'élevage, c'est incontournable. Il y a beaucoup d'étalons, et notamment chez les chevaux de course, puisque les étalons ont une grande valeur, qui font l'objet d'un contrat de syndication. C'est-à-dire que la gestion de la carrière de reproducteur de l'étalon est gérée par le biais d'un syndicat d'étalons. Finalement, c'est quoi un syndicat d'étalons? Pour faire extrêmement simple une fois de plus, c'est ce qu'on appelle une association de copropriétaires, bien que juridiquement, il ne s'agisse pas d'une association type loi 1901. Cette syndication contient un règlement de copropriété qui permet de gérer finalement la carrière d'étalon du cheval. Et elle reprend l'ensemble des points que je vous ai indiqués sur la présentation, à savoir évidemment qu'il y a un comité en charge d'assurer la gestion de ce syndicat, comment ce syndicat est administré, le nombre de cartes de saillie que chaque copropriétaire
peut se réserver pour son propre compte ou qu'il peut revendre lui-même en direct. Voilà, on organise la copropriété et on prévoit comment chaque propriétaire va participer à l'entretien du cheval, quelle somme d'argent il va récupérer sur les saillies et quels sont les saillies qui peuvent lui être réservés à titre personnel pour faire relativement simple et relativement rapide. Alors, ce contrat de syndication, de façon générale, peut prendre plusieurs formes. Il peut y avoir carrément une société qui est créée pour gérer le syndicat, ou simplement, enfin, en tout cas plus simplement, faire l'objet d'une indivision conventionnelle. L'indivision étant soumise aux dispositions du Code civil que je vous cite sur la présentation. Chaque copropriétaire, autrement appelé indivisaire, effectivement, a les droits, l'ensemble des droits qu'on peut attendre dans le cas d'une propriété indivise et donc peut les faire valoir au regard de l'ensemble des dispositions du Code civil. Je ne m'attarde pas plus parce que ces dispositions sont relativement complexes et je pense effectivement, c'est même quasiment certain que nous ferons une webconférence précisément sur ce sujet. Parfois, les copropriétaires préfèrent opter pour un choix de société, notamment pour les avantages fiscaux qu'ils peuvent parfois en retirer. Alors, ce qui est intéressant de retenir, c'est quand même qu'un syndicat, au même titre, j'ai envie de dire au même titre qu'un propriétaire isolé, qu'un propriétaire lambda, peut être tenu pour responsable, donc le syndicat dans sa forme juridique, lorsqu'il y a une erreur ou un accident au cours de la saillie. Alors là, nous sommes sur une décision de la Cour d'appel de Caen de 2012, dans le cadre de laquelle le syndicat qui est propriétaire d'un étalon, donc syndicat qui gère la carrière de reproducteur, et l'étalonnier, donc, assure l'exploitation d'un étalon en tant que reproducteur. Ici, dans cette décision, la responsabilité du propriétaire, on va considérer que comme c'est le syndicat qui est propriétaire de l'étalon, eh bien celui-ci va être contractuellement responsable à l'égard du propriétaire de la jument, monsieur L en l'occurrence, en vertu du contrat de saillie qui a été signé. Par ailleurs, il y a également une responsabilité de l'étalonnier, puisqu'évidemment, vous vous en doutez, lorsqu'il y a un syndicat, le syndicat ou le gérant du syndicat fait placer l'étalon dans un haras auprès d'un étalonnier professionnel qui, lui, se charge évidemment de la réalisation des saillies. Et dans ce cas d'espèce, il est démontré que la jument a bien été saillie par le mauvais étalon, donc on est encore sur une erreur de saillie, alors que la jument se trouvait en pension chez lui. Et dans cette affaire, où donc la jument a été saillie par le mauvais étalon, une fois de plus, la Cour va conclure un partage de responsabilité entre le syndicat propriétaire, puisqu'il est contractuellement engagé avec le propriétaire de la jument, et l'étalonnier qui a réalisé la saillie et qui a lui-même, évidemment, matériellement, j'ai envie de dire, substitué un étalon à un autre. Nous pouvons passer au troisième point, qui est le contrat de fall sharing. Alors, le contrat de fall sharing porte un nom qui n'est pas nécessairement toujours connu, j'ai envie de dire, du grand public, mais qui finalement renvoie à un contrat qui est très couramment utilisé, à la fois par les éleveurs professionnels, mais également par les éleveurs simplement amateurs particuliers, puisqu'il s'agit en fait tout simplement d'un contrat dans lequel le propriétaire d'une saillie va s'associer avec le propriétaire d'une jument dans le but de faire naître un poulain. Donc le propriétaire de la saillie, c'est-à-dire soit quelqu'un qui est titulaire d'une carte de saillie ou propriétaire d'un étalon d'ailleurs, conviennent qu'ils se mettent ensemble pour faire saillir la jument et que lorsque le poulain naîtra, ils deviendront copropriétaires et connaisseurs du poulain et qui se déclareront bien évidemment comme tels auprès du CIR à Pompadour. Alors, simplement un petit rappel sur la définition du naisseur, qui renvoie à un texte d'avril 2013. Le naisseur est le propriétaire de la poulinière, maire du produit au moment de la mise bas. Le naisseur, auprès de l'IFCE, est enregistré au vu de la déclaration de naissance et, sauf convention contraire, il est également enregistré automatiquement comme étant le premier propriétaire du produit.
Ce qui veut dire que la règle générale, c'est que lorsqu'on est propriétaire d'une jument et que la jument met bas, on va automatiquement être réputé comme naisseur et par voie de conséquence comme propriétaire du poulain. En revanche, on peut faire une convention contraire, c'est-à-dire faire une déclaration auprès du CIR à Pompadour pour dissocier la qualité de naisseur et celle de propriétaire. C'est-à-dire qu'on peut mettre Monsieur X naisseur et Madame Y propriétaire si on le souhaite, mais pour cela, il faut le préciser dans un document qu'on adresse au CIR au moment de la déclaration de naissance du poulain. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de dissocier la qualité du propriétaire du poulain et celle du naisseur. Dans le contrat de fault sharing, cette déclaration contraire sera indispensable et automatique, j'ai envie de dire, pour que les deux parties soient enregistrées comme connaisseurs. Donc la proportion reste à définir par eux. En général, c'est 50-50. Hein. Donc le propriétaire de l'étalon se retrouve 50% naisseur et 50% propriétaire du poulain. Pareil pour le propriétaire de la jument poulinière qui a mis bas. Alors, dans le cadre, effectivement, alors quel est l'intérêt, pour les parties au contrat de se déclarer à la fois connaisseurs et copropriétaires? L'intérêt, il est surtout, alors pour la copropriété, on le comprend tout à fait, chacun apportant sa part au contrat, l'un la saillie, l'autre sa jument poulinière, on comprend bien que les deux sont forcément copropriétaires du poulain. Pour ce qui est de la qualité de connaisseur, c'est relativement intéressant et très important pour ce qui est des chevaux de course. Pourquoi? Parce que le naisseur, en matière de chevaux de course, qui est également assimilé finalement à l'éleveur du poulain qui va effectivement fouler les hippodromes et tenter de rapporter des primes à son propriétaire, eh bien ce naisseur, il va toucher des primes qui vont lui être directement versées, quand bien même il ne sera plus propriétaire du poulain et qu'il l'aura potentiellement revendu à une tierce personne. Il est donc essentiel dans ce contexte-là que les futurs copropriétaires s'enregistrent bien tous les deux comme connaisseurs pour pouvoir, si le poulain gagne des prix de course, pouvoir toucher les primes aux naisseurs qui sont associés à ces prix de course. Il faut savoir que, pour exemple, un cheval qui gagnerait 10 000 € en course, donc qui serait premier d'une course en rapportant 10 000 €, eh bien, son naisseur va toucher environ, hein, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, 20% du prix sous forme de prime à naisseur. Donc un cheval qui gagne 10 000, il rapporte 2 000 € à son naisseur, quand bien même le naisseur n'est, une fois de plus propriétaire et qu'il a potentiellement revendu son cheval. La qualité de naisseur suit le cheval tout au long de sa carrière de course. Alors un petit exemple, la cour d'appel de Bourges de 2010, où ici nous sommes dans le cadre d'une vente où l'acheteur, l'acquéreur donc, avant la mise bas, avait fait l'achat de 50% d'une poulinière. Donc il achète une jument et effectivement, il n'a pas encore la qualité de connaisseur de la pouliche qui est née le 5 mai 2005 en l'occurrence, dès lors que le vendeur et l'acheteur de la jument poulinière s'étaient mis d'accord pour dire que la vente n'interviendrait que postérieurement au poulinage. Heureusement, tout ça avait été formulé dans le cadre d'un contrat écrit et donc l'acquéreur, lui, revendique une qualité de naisseur sur un poulain, sauf qu'il n'est pas en droit de réclamer évidemment cette qualité parce qu'il y a un contrat de vente qui précise qu'il ne deviendra officiellement propriétaire de la jument et donc potentiellement naisseur des poulains à venir issus de cette jument que postérieurement, effectivement, à la mise bas pour laquelle le vendeur, bien évidemment, souhaitait conserver sa qualité de naisseur. Donc, dans cette décision, la Cour d'appel de Bourges nous rappelle que le propriétaire de la mère, à la date de la naissance, a seule qualité de naisseur de la pouliche, quand bien même, évidemment, un acquéreur avait déjà mis une option pour acheter la poulinière avec un contrat écrit à la clé. Donc, c'est pour ça que le vendeur a obtenu gain de cause, qui précisait bien que la vente intervenait uniquement à l'issue du poulinage. Alors, dans le contenu de ce contrat, les frais d'entretien de la jument et du poulain à naître seront en général à la charge du propriétaire de la poulinière, avant la naissance et jusqu'au sevrage du poulain. C'est la règle d'usage, j'ai envie de dire. Rien n'empêche d'en convenir autrement dans un contrat.
On prévoit également dans le contenu du contrat le partage des frais, à compter du sevrage en particulier et jusqu'à la vente ou à la mise en exploitation du poulain. Lors de la vente du poulain, le produit de la vente, c'est-à-dire le montant du prix de vente, sera partagé entre connaisseurs et copropriétaires, suivant évidemment la proportion initialement prévue sur la carte d'immatriculation et convenue entre eux dans le contrat de fault sharing. Chacun des connaisseurs et copropriétaires reste évidemment seul propriétaire de son apport initial et la copropriété du poulain finalement prend fin automatiquement au moment où le poulain est vendu ou malheureusement au moment de la disparition du poulain si celui-ci meurt par exemple. Voilà, donc ça fait partie des clauses générales qu'il faut prévoir d'intégrer dans un contrat de fault sharing. C'est une base, bien évidemment, le contrat restant relativement libre tant qu'il n'est pas illégal. On peut également prévoir un partage des frais de saillie, pourquoi pas, une répartition sur une prise en charge de frais d'entraînement à venir si le but est pas forcément de vendre le poulain, mais plutôt de l'exploiter ensemble par la suite, une option d'achat pour l'une ou l'autre des parties, éventuellement. J'accélère un petit peu parce que je suis très en retard sur mon programme. Alors, pour ce qui est de la responsabilité, on comprend facilement ici, au vu de ce qu'on a exposé dans la définition et également dans le contenu du contrat, que chacune des deux parties, à savoir le propriétaire de la saillie et le propriétaire de la jument poulinière, peut engager sa responsabilité contractuelle s'il ne respecte pas le contenu du contrat de fault sharing tel qu'il a été défini. Ça peut être délicat, notamment au regard de la qualité de copropriétaire, quand le poulain est déjà né, des deux parties. Là, en cas de contentieux, et si on va sur le terrain de la procédure judiciaire, le juge peut, au regard des règles de l'indivision du Code civil, mettre fin à la copropriété si les parties ne s'accordent pas à l'amiable au préalable. On retombe ici sur également les problématiques de responsabilité qui sont finalement relatives au contrat de pension et à la qualité de gardien, où le propriétaire de la poulinière, lorsqu'il a la jument en dépôt chez lui et qu'il en assure la surveillance, la garde, eh bien, peut engager sa responsabilité si un accident survient, soit à la jument, mais surtout au poulain, qui fait évidemment l'objet de la copropriété. Cette règle est bien évidemment valable s'il est prévu que le second copropriétaire, c'est-à-dire l'autre connaisseur, récupère le poulain en pension dans ses installations. Elle suit bien évidemment le gardien et le dépositaire du poulain. Alors, rapidement et en 3-4 minutes, le dernier point de cette webconférence sur le contrat de location de vente. Alors ici, il s'agit à nouveau d'une nouvelle qualification juridique puisqu'on part sur un contrat de location, tel qu'il est intitulé. Et il s'agit ici du contrat par lequel le propriétaire d'une jument va louer le ventre de sa poulinière afin que celle-ci puisse accueillir une transplantation d'embryons. Donc là, l'étalonnier et l'inséminateur va assurer une prestation d'insémination et de transfert d'embryon, puis un suivi de gestation en général. Alors, il faut ici rappeler que cette pratique n'est pas autorisée dans toutes les races de chevaux et je vous renvoie à l'ensemble des règlements de studbook qui peuvent vous intéresser les uns et les autres ou au registre de race. De façon générale, on peut préciser qu'elle est interdite dans les chevaux de course, galopeurs et trotteurs et c'est une technique qui est quand même très utilisée chez les chevaux de sport, ce qui permet à une jument, alors qu'elle est en cours de carrière sportive et qu'elle va concourir dans différentes compétitions au cours de l'année, de donner naissance en une année à 5 ou 6 poulains par le biais de la technique du transfert d'embryons. Juridiquement, donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un contrat de location, puisque le futur propriétaire du poulain à naître va payer un loyer au propriétaire de la jument poulinière qui va porter le poulain jusqu'à son terme et dans le ventre de laquelle finalement a été implanté l'embryon de la jument. Même chose ici, je vous renvoie pour toutes les règles juridiques et de responsabilité à la webconférence dédiée au sujet de la location. Alors là, c'est pareil, dans le contenu du contrat qu'il faut respecter, coordonnées du propriétaire et du futur poulain, coordonnées évidemment du propriétaire de la mère porteuse. En général, il y a une mention qui indique qu'à compter du moment où le vétérinaire atteste de la réussite du transfert d'embryon et de l'état de gestation de la porteuse, eh bien le contrat peut finalement commencer à s'exécuter. C'est en général la date de départ du contrat.
le montant du loyer mensuel, évidemment, qui est prévu et qui doit être versé par le propriétaire du futur poulain au propriétaire de la porteuse, et la prise en charge de la porteuse. Là, on précise le lieu de détention, éventuellement l'entretien qui va être accordé à la jument, comment elle va être nourrie, etc. Et le suivi médical également, le suivi gynécologique et l'ensemble des examens de contrôle qui peuvent être réalisés. Alors, il est bien évident que dans ce type de contrat, le contrat va cesser automatiquement et immédiatement si la jument meurt ou avorte. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le propriétaire du futur poulain ne sera plus redevable du loyer à partir du moment où la jument est morte ou a avorté. On prévoit également dans ce type de contrat un volet sur les assurances. Est-ce qu'on assure la jument, la porteuse, le poulain à naître et effectivement les assurances en matière de responsabilité civile, notamment pour celui qui évidemment va être le dépositaire de la jument porteuse et chargé de son suivi et de sa surveillance et éventuellement de la surveillance du poulain à naître à minima jusqu'à son sevrage. On peut prévoir des options d'achat, on précise bien évidemment les modalités de facturation et de règlement, la durée du contrat et également les compétences des tribunaux en matière de litige, ainsi que les signatures et autres modalités obligatoires pour que le contrat soit établi en bonne et due forme. Alors, régime de responsabilité, comme tout à l'heure, on est dans un contrat, donc on renvoie au régime de responsabilité civile contractuelle, bien évidemment. Deux petits mots, le loueur peut, donc le propriétaire de la porteuse, engager sa responsabilité contractuelle si la jument porteuse louée est atteinte d'un vice, qui finalement la rend inapte à l'usage prévu, et que après avoir maintes et maintes fois tenté effectivement par exemple un transfert d'embryon sur cette porteuse, et bien ça ne fonctionne pas, et qu'on se rend compte qu'en fait la jument ne remplit pas les fonctions attendues, et bien il pourra engager sa responsabilité pour avoir fait perdre du temps au propriétaire, une perte de chance notamment d'obtenir un poulain. Le loueur, toujours, peut également engager sa responsabilité contractuelle s'il prive donc le futur propriétaire du poulain de la possibilité d'utiliser la jument dans les conditions prévues au contrat. Respect du suivi gynécologique, entretien permettant que la gestation se déroule dans de bonnes conditions, etc. Si toutes ces obligations ne sont pas respectées, le loueur peut engager sa responsabilité contractuelle. Et enfin, le locataire, lui, de son côté, il a également des obligations et il pourra voir sa responsabilité retenue si notamment il ne paie pas le montant du loyer qui est prévu et si les règlements ne sont pas effectués dans les conditions prévues au contrat. Alors, un petit exemple rapidement de la Cour d'appel de Lyon où Madame H a loué la jument de Monsieur B, la location portant, donc on est tout à fait dans le cas qu'on vient d'évoquer, hein, sur la fonction de poulinière de l'animal, c'est-à-dire pour louer finalement ce qu'on appelle le ventre de la jument, même si cette expression n'est pas vraiment forcément très jolie. Donc, dans le cadre du contrat de saillie, la Cour nous rappelle que c'est le propriétaire de la jument qui rémunère le propriétaire de l'étalon, etc. Et elle nous renvoie, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, aux règles du Code civil en matière de location, à savoir l'article 1732 sur le contrat de louage. Et elle nous rappelle que le preneur, c'est-à-dire le locataire, va répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En conséquence, ça veut dire que dans notre cas présent, il appartient à Madame H, qui a loué la jument de Monsieur B, on le rappelle, d'apporter la preuve que la perte de la jument, qui donc est décédée chez elle, pendant la période de location, n'est pas consécutive à une faute de sa part. Alors ici, c'est une jument qui est morte suite à des lésions génitales et des abcès qui ont provoqué des coliques, et malheureusement la jument n'a pas survécu. La Cour nous dit qu'il n'est pas mis en évidence que, au terme de cette conclusion, l'existence d'un lien de causalité entre les lésions, c'est-à-dire les abcès à l'origine des coliques, et les saillies organisées par Madame H, est un lien de causalité évident. Alors, je vous rappelle qu'en matière de responsabilité, il faut qu'il y ait un dommage. Donc là, la jument est morte, c'est le dommage. Qu'il y ait une faute. Donc là, c'est à Madame H de rapporter la preuve qu'elle n'a pas commis de pathologie qui a entraîné le décès de la jument. N'a a priori, et effectivement, le lien de causalité n'est pas évident. La pathologie qui a entraîné le décès de la jument n'a a priori pas de lien avec l'ensemble des saillies réalisées par Madame H sur l'animal, et donc à la bonne exécution de son contrat de location de vente. Et Madame H produit tout un tas d'éléments, et notamment des certificats indiquant que son étalon, à la date des saillies, était exempt
des maladies contagieuses, que la jument, quand elle a présenté les premiers symptômes, a été prise en charge tout de suite par un vétérinaire. Et finalement, regarde ces éléments, la Cour considère qu'elle rapporte la preuve que le décès de la jument est dû à l'apparition de lésions génitales dont les causes sont indéterminées, et que les saillies se sont déroulées avec l'accord du propriétaire, sans incident, et que la prise en charge par le vétérinaire de la jument a été faite de façon tout à fait rapide et diligente. Donc, en conséquence, Monsieur B sera débouté de sa demande de recherche en responsabilité à l'encontre de Madame H, qui avait loué sa jument et qui malheureusement est morte dans ses installations. Alors, que faut-il retenir de cette webconférence? Que les contrats d'élevage, évidemment, sont multiples, qui renvoient à différentes qualifications juridiques, on l'a vu. Le contrat de pension, c'est-à-dire le contrat de dépôt salarié. Pour l'exécution de la saillie, au contrat d'entreprise. Et enfin, au contrat de location, pour ce qu'on vient de voir en dernier lieu, et éventuellement à d'autres règles, comme celle notamment de la copropriété, des règles d'indivision pour ce qui est de la syndication des talons. Dans tous les cas, il est toujours recommandé, bien évidemment, d'établir un écrit pour préciser, déterminer le contour des obligations de chacun. Le régime de responsabilité, compte tenu de la qualification juridique précédemment évoquée, va renvoyer également à des règles qui sont diverses. On a vu que pour la saillie, on était sur un contrat mixte, contrat de dépôt et contrat d'entreprise. Si l'accident intervient pendant la saillie, eh bien, on est sur une obligation de moyens. Le propriétaire de la jument doit prouver la faute de l'étalonnier pour engager sa responsabilité. En revanche, si l'accident intervient à l'occasion de la pension, du contrat de dépôt, eh bien, là, on est sur l'obligation de moyens renforcée qu'on a pu voir dans la webconférence sur le contrat de pension. La syndication est une indivision conventionnelle ou elle peut être organisée sous forme de société. Je vous renvoie ici aux règles du Code civil et éventuellement à une future webconférence que nous pourrons animer sur ce sujet. Le fall sharing, pareil, on est sur un contrat double. D'un côté, la copropriété, avec l'application des règles d'indivision, et de l'autre côté, un contrat de dépôt, puisque, effectivement, soit le propriétaire de la poulinière, soit le propriétaire de l'étalon va avoir, à un moment donné, certainement, en charge la jument ainsi que son poulain, ou uniquement le poulain, et donc pourra potentiellement être inquiété en responsabilité à ce titre s'il arrive un accident aux animaux. Et enfin, le contrat de location de vente, eh bien, on renvoie aux règles de responsabilité en matière de location. Alors, je vous remercie pour votre attention. Le sujet était très dense et donc je m'excuse pour le retard